messieurs. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ça va bien, merci. Pour monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce que ça représente, la technologie ACELP? La technologie ACELP, ça représente beaucoup. En fait, c'est dans tous les téléphones cellulaires sur la planète. En gros, c'est le canal numérique par lequel la voix est traitée et transmise sur les réseaux cellulaires sans fil. En fait, ACELP fait à la voix ce que MP3 fait à la musique. Donc, ça permet de diminuer la taille des fichiers ou la place que ça prend sur les réseaux de transmission. Bien, les débuts de l'aventure de ce qui menait à ACELP remontent aux années 70. Il y avait un chercheur qui s'appelle Jean-Pierre Adoul qui menait déjà des travaux sur la compression de la voix. Dans les années 70, ce qui m'intéressait, c'est d'arriver à réduire les données jusqu'à saisir l'information elle-même. Au tournant des années 80 et 90, ça a été les années vraiment critiques parce que déjà, on prédisait que le téléphone portable allait se développer d'une façon énorme. Et là, il fallait absolument réduire la place que prenait une conversation. Donc, on a développé la CELP dans le groupe que je dirigeais, mais on n'était pas le seul groupe à faire ce qu'on appelle la compression. En fait, la technologie CELP, qui veut dire Code Excited Linear Prediction, ça a émergé des cerveaux des laboratoires Bell. Le problème, si on veut, c'est que dans ses premières démonstrations, le CELP nécessitait plus que 100 secondes de temps d'encodage pour encoder 1 seconde de parole, puis pas sur un petit processeur qu'on a dans un téléphone, sur un super ordinateur qui prenait la moitié de la salle ici. Donc, on était très loin de pouvoir encoder la parole en temps réel, donc à mesure qu'on parle sur un téléphone qui a une batterie. Donc, ACELP, le A de ACELP, qui veut dire algébrique, ça a permis de faire ça. Diminuer suffisamment la complexité, donc le temps de calcul pour traiter un signal de parole, pour être capable de faire ce qu'on appelle du temps réel. Quelle a été votre implication dans le développement de la CELP? Peut-être vous mettre dans le contexte. Moi, j'ai une formation d'ingénieur de l'Université de Sherbrooke, complétée par une maîtrise en administration des affaires. Et j'ai été nommé en 1986 le premier directeur du bureau de liaison entreprise-université. Et puis, quelques années plus tard, je pense en 1989, j'ai rencontré Jean-Pierre Adoul. Il me parle de ses travaux, très intéressants. J'ai dit, écoute, t'as jamais pensé à déposer un brevet sur ta découverte ou tes innovations, parce que ça me semble assez intéressant, assez original. Et puis, il dit, ouais, mais tu sais, j'ai pas vraiment de temps, le colloque, c'est dans une semaine. Mais je dis, écoute, Jean-Pierre, faisons un essai. Et là, je me retrouve à son colloque, accompagné de Jean-Pierre Adoul. J'oublierai jamais cet événement-là, c'est marquant dans l'histoire de la CELP. Il présente la technologie. Puis ça, c'est vraiment, je pense, le point zéro là, de notre succès, là. Il faisait toutes des présentations de simulation sur des supercomputers. Nous autres, on était avec 2 téléphones, puis le monde se parlait. Et là, quelqu'un dans la salle pose la question, oui, mais votre logiciel doit être très complexe, doit demander beaucoup de temps de machine. Et Jean-Pierre dit, ben je m'excuse, non. Il dit, mon logiciel, ce que vous avez entendu, il n'est pas en temps... C'est pas une simulation, là. C'est un traitement en temps réel de la voix naturelle humaine, compressée à très bas débit, puis c'est fonctionnel. Je peux vous dire qu'il y a eu un silence de mort dans la salle. Genre, en vous en parle, j'ai encore des frissons. Et je vous dis, il y avait un line-up d'une quinzaine d'entreprises qui voulaient être traitées avec nous. Faire des contrats de recherche, acheter le brevet, engager Jean-Pierre, sortir de l'université. Quand dans et marée, on a réussi finalement à négocier avec ces entreprises-là pour obtenir pratiquement tout le financement de la recherche pendant plusieurs années sans démanteler la technologie, en augmentant la propriété intellectuelle, qui a été finalement la base, si vous voulez, les premiers échafauds de notre structure de l'aventure ACELP. Bien, ce matin, c'est un grand jour. Roch Lefebvre et moi, on fait une conférence pour parler de l'expérience entrepreneuriale de l'aventure ACELP. C'est la première fois qu'on fait une présentation ensemble.
Protéger ses acquis. Moi, je mets le mot brevet, Sylvain va vous en parler tout à l'heure, c'est super important. C'est pas une partie triviale, ça, dans la vie d'un chercheur, surtout si on vise à déployer puis à le faire de façon convenable. Ce qui manquait dans la discussion, c'est que j'étais l'homme d'affaires, Jean-Pierre, c'était le scientifique, mais il manquait l'ingénieur intégrateur de produits. Ça a donné que j'ai rencontré la compagnie Cyprolab Télécom et son président s'est impliqué avec nous. À partir de là, je représentais les technologies de l'Université de Sherbrooke comme codeur propriétaire pour des gens qui fabriquaient des produits sans utiliser des normes particulières. Et le premier succès qui, je crois, encore aujourd'hui est le plus gros succès de la technologie ASELP, ça a été un contrat qui a été fait avec l'entreprise Nokia. Nokia arrive à Sherbrooke et là, on m'a impliqué pour négocier avec Nokia des contrats de collaboration dans lesquels on donnait à Nokia un droit exclusif sur la technologie dans le monde de la téléphonie cellulaire. Ce contrat a eu un énorme succès, autant sur le plan technique, parce que ça a assuré un rayonnement planétaire de la technologie ASELP, et autant sur le plan économique. Et puis, en 99, donc pratiquement même pas un an après que j'ai joint Cyprolab Télécom, là, on s'est mis à vouloir développer vraiment une deuxième génération de technologie qui est dans la téléphonie large bande. Qu'est-ce qu'on voyait, c'est comme tous les gros groupes de recherche, les grosses compagnies, les gros budgets travaillaient sur encore réduire le débit. Qui était de toujours essayer de couper par 2, 64 à 32, à 16, à 8 kilobits par seconde. Puis je me souviens d'avoir jasé avec Jean-Pierre, j'ai dit on peut pas lutter contre tout ça. Nous autres, on s'est en allé un peu à contresens, mais ça nous a aidés parce que lorsque le besoin s'est fait sentir dans les téléphones cellulaires d'avoir une meilleure qualité que la première génération digitale, on était là déjà. Et on était avec un codec qui était très bon, et on n'avait quasiment pas de compétiteurs. Mais rapidement, je me suis concentré à réviser le modèle d'affaires entre l'université et Cyprolab Télécom. Et ça devenait assez évident que le modèle n'était plus adapté. Il fallait absolument qu'on ramène la propriété intellectuelle au sein d'une compagnie. Et là, on a décidé de créer une nouvelle compagnie qui s'appelle VoiceEdge, dont son mandat, c'est de financer, développer et commercialiser la technologie ASELP de deuxième génération. Et puis, cette deuxième génération-là a été adoptée en 2001, mais a pris beaucoup de temps à être implantée dans le marché, mais a commencé à être implantée dans les années 2010. La qualité téléphonique, elle venait pratiquement de doubler. C'est comme passer de la radio AM à FM. Mais ça ne finit pas là. Donc, nous, on a continué à travailler et il y a eu une initiative de standardisation dans la téléphonie cellulaire encore pour développer le codec universel. C'est un codec qui peut traiter aussi bien la voix que la musique, les bruits de fond, à bas débit. Et ce codec-là a été adopté en 2014 et notre contribution à ce standard-là est quand même relativement importante. On est plusieurs joueurs, on est 12 joueurs. On va aller voir une démo que je vous ai préparée. Donc, on a un morceau de signal de parole. Ici, en bas, c'est l'original, à peu près à 1500 kilobits par seconde. L'anticyclone des Açores. Puis ça, c'est un codec plus universel auquel on a contribué à 16 kilobits par seconde. L'anticyclone des Açores. Donc, on passe de 1500 kilobits par seconde, non compressé, à 16 kilobits par seconde. Fait que c'est un facteur de compression de l'ordre de 100, finalement. Je sais pas si je suis impressionné par la technologie ou déçu dans moi-même. C'est un peu... T'es déçu que ton oreille perçoit pas plus de... Ça. Je trouve ça excellent. Ben c'est tant mieux. En fait, c'est le résultat de décennies de développement. Pas juste par nous, mais nous, on a mis une pierre importante là-dedans. Là. Fait qu'on est vraiment dans la direction d'un encodeur universel qui pourra prendre en compte n'importe quel type de signal à l'entrée. Musique, parole, signaux mélangés. Fait que, voyez-vous, on a commencé à implanter la technologie ASELP il y a 20 ans. Et là, on risque d'avoir notre empreinte dans le monde cellulaire pour encore un autre 20 ans. Ça a révolutionné l'ère des communications numériques au niveau de toutes les communications cellulaires et non cellulaires dans le monde. Puis ça, on parle d'une période de 40 ans. C'est énorme. Je pense que la technologie ASELP, c'est né à l'Université de Sherbrooke, c'est pas pour rien. Est-ce que ça aurait eu le même succès ailleurs? J'ai des doutes. Dans les choses qui nous caractérisent beaucoup à l'Université de Sherbrooke, c'est notre agilité. On était un petit groupe. Ouais. Puis un petit groupe, c'est comme 3 personnes, on est assis un à côté de l'autre, les idées circulent vite. T'sais, nous autres, on pouvait dire, bon, on va travailler dans telle direction. Mais tu sais, 2 jours après, si on trouvait que ça marchait pas, on changeait de direction. Ouais. Ça, les gros groupes sont pas capables de faire ça. Nous, on bougeait beaucoup plus vite que
On était beaucoup plus un bateau pirate qu'une multinationale. Ouais. Pour comparer, là, c'était... Il faut savoir que les innovations, c'est comme des fleurs qui arrivent, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on les a mis qu'elles ont grandi. On la coupe pas tout de suite, on attend qu'elle soit belle, soit valable. Et ce genre de germination, je pense que l'université peut fournir ça, alors que l'industrie est dans un état de panique et d'impatience et de résultats à court terme. Elle peut juste aller couper les fleurs que les autres ont fait. Même au-delà de l'aventure technologique à CELP et notre groupe de recherche, ça finit toujours par être les aspects humains qui prennent au moins autant de place que les aspects professionnels ou technologiques dans notre cas. Je dois dire que j'ai eu une équipe extraordinaire. Et pour moi, ce qui était important, c'était l'amitié. Je vais dire plus que la collaboration, c'est-à-dire de se retrouver avec quelque chose qu'on partage profondément, puis une confiance mutuelle. Au fond, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont visionnaires, qui font preuve d'audace, qui se permettent de rêver grand. De renommer cet immense espace en hommage aux bâtisseurs de CELP incarne un symbole fort. De tout petit à si grand. C'est la plus belle métaphore que nous pouvions trouver pour marteler un important message. Nous avons droit de rêver grand. Oser sortir des sentiers battus, c'est une condition sine qua non pour innover, tant sur le plan affaires que sur le plan technologique. Il faut oser penser différemment. Il faut oser agir différemment. Par l'audace, d'ébranler les choses qui sont établies. Il ne faut pas avoir peur. Notre pire ennemi, c'est nous. En tant que nouveau diplômé de génie de l'Université de Sherbrooke, je vous souhaite de devenir un agent de changement qui pourra faire la différence, tout en contribuant intellectuellement et économiquement à notre société. Bonne chance. Les gens se faisaient confiance, nous avions des compétences complémentaires et c'est le mariage de toutes ces compétences qui ont fait le succès. On ne peut rien faire tout seul. Il faut s'entourer, il faut risquer. Et je pense qu'une grande idée, c'est jamais petit. C'est jamais petit de ce point de vue-là par rapport même à des géants. Alors pour moi, l'excellence, l'audace, la collaboration, 3 valeurs clés qui expliquent le succès de CELP, 3 valeurs qui sont dans l'ADN de l'Université de Sherbrooke. Quand je pense à tous les gens qui ont contribué à ça, depuis le professeur Jean-Pierre Adoul dans les années 70 qui a lancé le groupe, jusqu'à ce qu'on est rendu aujourd'hui, j'éprouve un immense sentiment de fierté. Je pense que c'est unique ce qu'on a vécu sur le plan technique et humain. Et je suis vraiment content et fier que ça soit reconnu cette année par l'université.